Regard croisé sur l'Académie du coaching. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Regard croisé sur l'Académie du coaching. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la coach Coralie Mogin qui s'est formée il y a quelques années à l'Académie du coaching et qui va nous partager son parcours au sein de l'école ainsi que son évolution depuis sa certification. Regard croisé sur l'Académie du coaching. Coralie Mogin, bonjour. Bonjour David. Bienvenue en fait dans cet épisode où l'idée c'est d'explorer avec toi ton parcours au sein de l'Académie du coaching. Une question au préalable, c'est ça fait combien de temps que tu as été formé, que tu as fini ta formation à l'Académie? Alors, j'ai terminé ma formation concrètement en avril 2024, quand j'ai passé ma certification, mais j'estime que je suis pleinement sortie de l'académie après avoir passé ma certification RNCP, donc ça c'était en juillet 2024. Est-ce que tu te souviens, Coralie, qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'Académie du coaching pour te former au métier de l'accompagnement? En fait, la rencontre avec l'académie du coaching vient déjà d'une réflexion sur me former au coaching. Et quand j'ai décidé de me former au coaching, je vais interroger des coachs ou des personnes qui avaient effectivement été en contact avec des coachs pour connaître un petit peu les horizons des coachs, quelles étaient les écoles qui existaient sur le marché. Il faut savoir que en fait, dans toute ma carrière ou dans toutes mes formations, j'ai essayé de choisir à chaque fois la meilleure école ou en tout cas celle qui paraissait être la meilleure école. Et dans le panel, en fait, des formations qui m'avaient été proposées, il y en avait 4 qui revenaient régulièrement, dont l'Académie du coaching qui revenait systématiquement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à des portes ouvertes de plusieurs écoles, dont l'Académie. Moi, je suis basée dans le Jura. Je suis venue à Paris, montée à Paris, pour assister en présentiel à une session, de présentation porte ouverte de la formation, où j'ai pu rencontrer, des coachs de l'académie et aussi de potentiels, élèves. Et ce que j'ai apprécié, en fait, c'est déjà le temps qui était, réservé à la présentation des actions de formation pendant cette soirée, le fait qu'il y avait des anciens élèves aussi qui venaient pour témoigner et je sais pas comment dire, je me suis sentie à l'aise, en fait, dans cet environnement-là. Il y avait quelque chose de rassurant dans le fait aussi que c'était une école qui prenait son temps dans le fait de former, ses futurs, coachs puisque, d'emblée, nous a été présenté, que la formation, durait, entre 15 et 18 mois selon, ce qu'on choisissait de faire à la fin. Ça, c'était rassurant pour moi parce que ça dégageait une volonté de professionnaliser le métier et d'avoir une école de l'excellence. Et avec le recul, maintenant que tu es, pleinement certifiée, que tu es sortie de ce cursus de formation, quel a été l'impact de cette formation et de l'académie donc sur, l'émergence de ton identité de coach? Et disons que je me suis construit mon identité de coach vraiment pendant toute cette formation. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à l'académie du coaching, je savais dans les grandes lignes ce que c'était être coach, mais pour moi, c'était pas encore pour moi. C'est-à-dire, je me sentais pas encore grande pour être coach. Alors, je dis pas que je suis arrivée par hasard, hein, parce que j'ai choisi cette école, mais c'est vrai qu'au départ, ça m'a un peu fait peur. Je voyais notamment François Souven qui est venu pour notre première session, la session 1, qui est venu avec Marie-Hélène présenter ce que serait notre parcours. Ça m'a quand même beaucoup impressionnée à ce moment-là et je me suis sentie à un moment donné pas capable en fait face à ces grands noms. Et j'avais peur aussi de la concurrence. Je voyais tous les élèves coachs à côté de moi comme une concurrence qui faisait peur, comment se démarquer, comment je vais pouvoir être meilleure que les autres, comment je vais devoir faire mes preuves. Enfin voilà, c'était un mélange de tout ça au démarrage. Et au fur et à mesure en fait, des sessions, on a une session par mois, et ben, j'ai appris à connaître bien évidemment, les autres élèves qui sont maintenant mes pairs. J'ai aussi appris à trouver une place et une posture dans l'accompagnement qui était fait par les professeurs, puisque c'est vrai qu'au début, on a cette posture d'élève apprenant et puis au fur et à mesure de la formation, on devient de plus en plus, des pairs, même avec, des profs qui ont, des années d'expérience de coaching, derrière eux. Et je dirais que ça s'est vraiment construit petit à petit. Je me suis pas rendu compte au fur et à mesure que je changeais dans ma posture, dans ma façon d'envisager mes concurrents et en fait mes confrères. Ça a vraiment été un changement de mentalité, de ma part. Mais ça s'est fait progressivement et c'est
à la fin, en fait, de toute cette expérience, limite au moment de la certification, je me suis sentie faire partie intégrante de, cette grande famille, des académiciens. Est-ce qu'il y a des moments marquants que tu retiens de cette formation et de tout ce parcours qui a duré, comme tu l'expliquais, plus de 15 mois? Événement marquant, 1er événement marquant, ça a été, clairement ce premier jour, de à l'académie, en formation où, je me suis vue au moment de partir en pause déjeuner avec tout le monde, je me suis vue, prendre mes jambes à mon cou et me dire: «Bah, finalement, c'est pas pour moi, j'abandonne». Bon, finalement, je suis restée. Mais voilà, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup troublée parce que, voilà, remise en question, difficulté de trouver sa place aussi dans un groupe. C'est pas quelque chose d'évidente pour moi. Donc ça m'a demandé quand même, de sortir de ma zone de confort. Deuxième point marquant, je dirais, c'est au moment de la constitution des groupes de pairs puisque, voilà, jusqu'à, la 4e session, travail en individuel, voilà, on travaille pour soi dans nos montées en compétences et à partir de la section, 5, on est constitué en groupe de pairs et les nos pairs, les personnes avec qui on va devoir travailler sur, les fondamentaux, du coaching qu'on devra expliquer, on va se substituer en partie aux profs de l'académie et devoir expliquer des concepts aux autres élèves de notre promo. Là, les groupes de pairs sont imposés. J'avoue que j'ai assez mal vécu la constitution des groupes de pairs parce que je me suis dit qu'il y avait certaines personnes avec qui j'aurais du mal à travailler, que j'avais pas forcément envie de travailler à plusieurs, mais que ça faisait partie intégrante, du processus. Donc voilà, je m'y suis «soumise» entre guillemets parce que, voilà, le côté bon élève, je fais ce qu'on me dit de faire. Mais ça a un peu gratté, je me suis dit: «Waouh, comment on va réussir à travailler ensemble?» Et on a appris, en fait, il y a vraiment un côté, on s'est apprivoisés mutuellement dans notre groupe de pairs. On a commencé à 4, on a fini à 2 à la fin de la formation il y a 2 personnes du groupe de pairs qui ont quitté la formation. Donc ça a été, assez chamboulant dans mon expérience de travail en groupe et hyper formateur puisque, bah, finalement, en tout cas la personne avec qui je suis restée à la fin du groupe de pairs, est devenue une amie et une confidente. C'est ma coach de poche, qui petit clin d'œil, elle se reconnaîtra. Et la 3e étape pour moi du parcours, c'est le démarrage, du coaching d'apprentissage. Ça aussi, ça a été hyper marquant parce que c'est là où on part à la conquête de notre potentiel, future clientèle. Là, c'est déjà de trouver, un coaché, qui, est OK pour, partager un petit bout de l'aventure avec nous, pour jouer, quelque part le rôle de cobaye, hein, pendant 6 mois, il va être, notre client et c'est à travers lui qu'on va, aussi forger notre posture de coach, pouvoir tester les concepts qu'on a vus en théorie, comment on les applique en pratique dans l'accompagnement en coaching et ça, quelque part, ça pour moi, ça a marqué un tournant puisque, c'est comme si, pendant 4-5 mois avant de démarrer le coaching d'apprentissage, j'étais dans les starting blocks. J'ai tout un tas d'outils à ma disposition. J'ai envie de pratiquer, mais je ne peux toujours pas pratiquer et là, c'est un peu comme si, d'un coup, il y avait, tous les feux qui étaient au vert et l'académie dit: «Allez go, vas-y fonce». En quoi, peut-être, ces événements, ces moments clés ont façonné ou influencé ta posture de coach? Parce que tout à l'heure, tu disais que sur certains de ces événements, ça avait été assez marquant. Est-ce que tu pourrais lever un peu le voile sur l'impact que ça a eu dans la constitution de ta posture de coach? Je pense qu'avec le recul, je comprends maintenant la différence. Alors, je sais plus si c'est, Jean-Philippe, Di Piazza ou Sophie Lemelec qui en parlait, mais que c'est les 2 personnes qui m'ont formée. Mais il faisait une grande différence entre faire du coaching et être coach. En fait, les événements marquants de ce parcours d'apprentissage, ça a été cette distinction entre, au début, je fais du coaching ou en tout cas j'essaye de faire du coaching, d'appliquer concrètement, on m'a dit qu'il était bien de faire dans telle situation. Donc il y a un peu un côté, qui est pas vraiment en lien avec ce qui se passe dans le lycée maintenant. Il faut le faire, faut que je trouve, une façon de montrer que je connais tout un tas de concepts et que je sais les appliquer. Finalement, ce que ça m'a appris ces événements-là, c'est que, à travers le parcours à l'académie, en fait, on fait pas du coaching, on apprend à devenir coach. Devenir coach,
c'est rester humble. De la même manière qu'on accompagne nos clients dans une écoute active, en reformulant, en vérifiant que ce qu'on a compris, c'est bien ce que le client voulait nous dire, bah, typiquement dans le travail en groupe de pairs, c'était ça en permanence. Puisqu'il faut se mettre d'accord sur quels objectifs on veut atteindre. Si on va pas dans le même sens, on prend le temps chacun de s'écouter, chacun amène ses arguments, on fait consensus. Il y a pas de jugement, on apprend en tout cas à ne pas juger les points de vue des uns et des autres. Ça après, j'allais dire pour les bons coachs, c'est de mettre ça en pratique après dans son quotidien pour que ça devienne, complètement inconscient. Au départ, j'étais quand même pétrie de, plein de trucs qu'il fallait que je fasse, un peu comme une to-do list de comment doit se passer une séance de coaching ou comment doit se passer une séance de travail à plusieurs personnes. Et au fur et à mesure, je me rends compte que j'ai lâché, en fait, tous ces un peu ces plans que j'avais pour juste être. C'est un gros travail pour moi, en tout cas, parce que je suis beaucoup dans le faire, je suis encore énormément dans le faire. Mais avec l'académie, j'ai appris à être plutôt qu'à faire. Je dirais que c'est voilà, ces événements qui ont été chamboulants, dans mon parcours à l'académie, ça m'a permis, ça a contribué à ce que je lâche le faire pour être. Joli comme formule. Ouais, ouais, j'essaie de me l'appliquer tous les jours, hein. C'est pas évident, mais j'ai m'y attelle. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous partager un cas concret ou des cas concrets où les enseignements de l'académie ont transformé ta pratique? Il y a quelque chose d'amusant dans le coaching d'apprentissage que j'ai vécu, c'est que je me suis retrouvée face à une coachée qui régulièrement, arrivait en retard ou prenait plus de temps que, le temps qui était prévu par la séance. Il y a toujours le petit truc à la fin qu'elle m'amenait, qu'elle avait pas réussi à amener pendant les 2 heures. Ça m'a beaucoup challengée parce que j'avais, du mal à poser un cadre, à poser les limites, à expliquer que c'était important d'arriver à l'heure, de terminer à l'heure. J'avais l'impression d'être, un peu méchante si je faisais ça et qui plus est que c'était une personne qui était, relativement fragile sur le plan, émotionnel. J'en avais parlé avec Sophie Lemelec qui me mentorait en tout cas sur ce coaching d'apprentissage, c'était ma marraine. Je me rappelle qu'elle m'avait dit: «Rappelle-toi, ce qu'on a vu sur le cadre». Le coach est là pour poser le cadre. Le coach est garant du processus et le fait d'arriver à l'heure, de terminer la séance à l'heure et de garder quelque chose qui arrive à la fin de la séance, eh bien, pour la séance d'après, puisque le temps imparti est terminé, ça fait partie du cadre et c'est à toi de le poser. C'est bien que ça soit en coaching d'apprentissage, que ça soit arrivé puisque, on est aussi là pour tester des choses, hein, donc en soi, il y a pas énormément d'enjeux. Mais je me rappelle avoir posé un cadre au bout de la deuxième fois que ma coachée est arrivée en retard. Même une fois, elle est carrément pas venue. Et là, je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose». Donc je lui ai réexpliqué que, le coaching, enfin, en tout cas dans lequel elle s'était engagée, c'était un processus, bah, engageant aussi bien pour elle que pour moi, que les séances étaient prévues. Si elle avait, un retard, bah, qu'elle me prévienne et on essayait de recaler la séance ensemble. À la fin de la séance, en fait, je l'avais prévenue aussi que je mettais un timer qui, quand le timer sonnait, ça voulait dire qu'il nous restait, 5 minutes pour terminer tranquillement la séance. Le fait d'avoir, triangularisé, en fait, la relation, puisque j'apportais un élément extérieur, quelque part, c'était pas alors c'est peut-être un peu facile, mais c'était pas moi qui disais que, la séance était terminée, c'était, un objet qui sonnait pour nous en disant: «Attention, la séance va bientôt se terminer, il va falloir conclure». Et bah, quelque part, moi, ça m'a apporté de la sérénité. Ma cliente, ça lui permettait aussi de se dire: «Ah tiens, on arrive à la fin, donc il va falloir que je conclue de mon côté sur ce que la séance m'a apporté» et ça mettait une limite temporelle. Et ça, le poser le cadre, c'est quelque chose est encore difficile pour moi. Je sais qu'à l'académie, ils accordent beaucoup d'importance à ça puisque, voilà, on est des maîtres du processus et ne pas se laisser déborder et emporter par son client, c'est aussi faire preuve de professionnalisme et on n'est pas là pour embêter le client, on est vraiment là pour l'accompagner, le diriger dans un processus que nous on maîtrise. Voilà, ça a été, un apprentissage, qui a été, réconfortant pour moi en termes de posture aussi pour,
asseoir mon autorité dans le processus. Alors, en tant que coach, comment tu perçois aujourd'hui les exigences des métiers de l'accompagnement? Je crois qu'il y a quelque chose, que je me disais au fond de moi, qui était à partir du moment où je saurais être coach, où je saurais guider un client, ça paraîtra tellement naturel pour moi que ça sera naturel pour les personnes de faire appel à moi. Il y a un peu cette pensée magique que, je vais attirer les gens parce que je serai tellement alignée dans ce que j'ai envie de faire que, naturellement, les personnes vont s'orienter vers moi. Ce que j'avais sous-estimé, c'est que le coaching est quand même hyper vulgarisé ou très mal connu. Soit les gens disent: «Oh, je sais ce que c'est, ça m'intéresse pas», soit les gens disent: «Et tu es coach en quoi?» Ça m'a perturbée parce qu'ayant baigné pendant, plusieurs mois dans l'esprit de l'académie du coaching, en étant un peu, même en vase clos dans un environnement assez privilégié avec, des personnes qui parlent le même langage, où tout le monde est convaincu que ce qu'on fait, c'est génial et qu'on propose le meilleur, type d'accompagnement possible. Quand on sort un peu de ce cocon-là, préservé, et ben, on se confronte à la vraie vie, au marché, en fait et déjà, les gens ne m'attendent pas. C'était un premier constat. Personne ne m'attend, en fait, quand je sors de l'académie du coaching. Deuxième constat, les gens me connaissent avec une première identité professionnelle qui n'a rien à voir avec le métier de coach. Et troisièmement, en fait, le coaching, c'est pas la clé d'entrée pour trouver des clients. Même si je l'avais entendu ça à l'académie, soit avec des anciens élèves, soit avec, des professeurs qui nous disaient que voilà, ça prenait du temps de forger ton identité de coach, d'être, un coach reconnu. Je pense qu'au fond de moi, il y avait quelque chose, une petite voix qui me disait: «Eux, ils ont pas réussi, mais moi, je vais être plus maligne, plus finaude, je vais trouver les bons créneaux et moi, Coralie Mogin, je vais y arriver». J'avais complètement sous-estimé que oui, ils avaient raison et que oui, c'est pas évident en fait, de faire sa place. J'allais dire même de marquer son territoire parce que moi j'habite en région, comme on dit en région parisienne. Donc j'habite, dans le Jura, à, 400 kilomètres de Paris, il y a même pas le train qui passe chez moi, enfin il y a même pas de gare, TGV et le coaching pour les gens ici, c'est hyper lunaire, hyper obscur. Et ben, il y a tout ce travail d'expliquer ce qu'on fait. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que, en fait, j'allais quelque part m'épuiser à expliquer en long, en large et en travers ce qu'était le coaching pour moi et quels étaient les bénéfices attendus pour les clients. Parce qu'au final, en tout cas ici sur mon territoire, c'est pas ça la clé d'entrée. La clé d'entrée, c'est avant tout que les personnes qui je suis, comment j'interagis avec les autres avant même d'être coach. C'est parce que je serai alignée avec, mes valeurs, que je serai, alignée avec, la typologie de secteur d'activité dans laquelle j'ai envie de m'investir, les profils des personnes que j'ai envie d'accompagner. C'est là que ça deviendra une évidence que oui, je suis la bonne personne pour accompagner en individuel ou des équipes. Mais la clé d'entrée, c'est pas, Coralie Mogin, coach certifié de l'académie du coaching. Ça vient après et j'étais persuadée que ça serait Ma mon sésame, en fait. Donc, c'est pas le sésame que tu escomptais, c'est pas le Graal. Non, c'est pas le Graal, c'est un élément du parcours, mais c'est pas une fin en soi. C'est que le début, en fait. Alors justement, tu me fais une transition parfaite sur la question suivante. Quels sont les défis que tu as rencontrés depuis ta certification et comment les as-tu surmontés? Alors, le premier défi que j'ai dû surmonter, c'est déjà d'être, OK avec le fait de créer mon entreprise avant même de terminer ma certification. Parce que dans mon idée que, moi j'allais faire mieux que les autres ou que j'allais mieux m'en sortir, je me suis dit: «Bah, pourquoi attendre d'être certifiée? Démarrons l'activité avant». Donc j'ai créé mon entreprise en octobre 2023 et donc j'ai été certifiée en avril 2024. Donc 6 mois avant, je créais mon entreprise en me disant: «Pour commencer à avoir des clients, il faut bien que j'ai une identité, sur le marché». Et donc mon plus grand défi, ça a été la patience. Comme je disais tout à l'heure, les clients, ils m'attendaient pas et j'allais dire, ils m'attendaient encore moins que j'étais pas encore, certifiée, diplômée. J'ai voulu faire trop de choses en même temps. Ça m'a appris à cultiver la patience. Que oui, j'avais créé mon entreprise, mais c'est pas parce que je l'avais créée
en octobre que j'allais être complète en termes de clients avant même d'avoir terminé la formation. C'était une étape parce que j'étais prête à créer mon entreprise, mais c'est pas ça qui allait faire en sorte que je vive de mon activité de coach, loin de là. Et donc j'ai appris à cultiver la patience parce qu'aussi je me suis rendu compte que, encore une fois, on était dans un processus de transformation et en octobre, j'étais encore trop jeune, j'étais pas encore suffisamment outillée, j'avais même pas encore commencé à la réflexion sur fameux rapport RNCP qui va dans le sens de la professionnalisation des coachs, qui permet de poser scrupuleusement une étude de marché, un compte de résultats, de clarifier quel est son persona, à qui on va s'adresser. Tout ça, je l'avais pas encore fait. J'avais une vague idée, mais c'était trop tôt. Je pense que si c'était à refaire, j'attendrais d'être certifiée. Donc voilà, premier défi, la patience. Et puis deuxième défi que j'ai eu à surmonter, j'en ai parlé un peu avant, c'est sur l'identité coach professionnel. Je me suis rendu compte que je gaspillais beaucoup de temps et que je perdais beaucoup d'énergie à me présenter systématiquement comme coach professionnel. Au mieux, il y avait de l'indifférence. Au pire, il y avait une sorte de regard bizarre en disant tiens, encore une coach de plus sur le marché. En tout cas, je parle sur mon territoire. J'imagine à Paris, c'est différent. En fait, non pas que j'ai arrêté de dire que j'étais coach professionnel, mais j'ai cherché à regarder quelle activité complémentaire je pouvais y associer. Alors évidemment, à l'académie, on parle de formation, d'être coach professionnel et formateur ou formatrice. Néanmoins, le marché de la formation est pas non plus si ouvert que ça, surtout en démarrage. Il y a beaucoup de sous-traitance. Il y a beaucoup de sous-traitance quand même pas hyper bien rémunérée. Et moi, pourquoi j'avais choisi d'être indépendante, en tout cas d'être à mon compte, c'était pour avoir un minimum de liberté, pouvoir choisir mes clients, pouvoir choisir les thématiques que j'avais envie d'accompagner. Et en soi, on n'a pas cette liberté-là quand on travaille en sous-traitance. Donc, je me suis dit, ok, alors je ne peux pas me présenter que comme coach professionnel ni formatrice. Ça va me prendre beaucoup de temps pour faire mes preuves, trouver mes clients, trouver des réseaux. En fait, je me suis orientée vers du partenariat. Et ça, c'était pas une évidence pour moi parce que, voilà, encore une fois, je veux travailler de façon indépendante à mon compte. C'était pas nécessairement pour travailler avec quelqu'un. Mais à un moment donné, je vais être cash, hein, l'urgence financière arrivant, l'académie, le temps d'apprentissage dure une bonne année et demie. J'ai eu la chance d'avoir un accompagnement confortable à la fin de mon contrat avec l'entreprise précédente pour qui j'étais salariée. Mais néanmoins, à un moment donné, voilà, il y a un impondérable financier qui arrive où on se dit: «OK, j'ai pas de clients, qu'est-ce que je fais?» Alors soit je retourne salariée, mais c'était vraiment pas un choix et donc je me suis orientée vers du partenariat avec un organisme de bilan de compétences. Et ça a été un vrai défi à nouveau puisque comme pour le choix de l'académie du coaching, comme pour le choix de l'école, il a fallu que je cherche le partenariat, en tout cas l'organisme de formation en bilan de compétences avec qui je me sentais le plus alignée et qui faisait preuve de suffisamment de professionnalisme dans ce milieu qui est quand même assez particulier du bilan de compétences, avec qui j'ai envie de travailler. J'avais quand même cette liberté-là, je pouvais quand même choisir avec qui j'avais envie de travailler. Ça a été le dernier défi en date, une fois que j'ai été certifiée, j'ai trouvé un partenaire de qualité pour développer, à côté du coaching et de la formation, du bilan de compétences. Ok, en fait, comment ton positionnement professionnel a évolué depuis ta sortie de l'académie? En fait, pour trouver mon positionnement, en tout cas pour l'affiner, je suis repartie de qui j'étais avant d'intégrer l'académie du coaching. Comment je me définissais? Quel avait été mon parcours avant l'académie? Et moi, j'ai fait une formation, je suis ingénieure agro, diplômée d'une grande école parisienne. J'ai commencé mes premiers jobs comme chef de projet. Puis, j'ai évolué sur des projets de plus en plus complexes au sein de services recherche et développement. Et donc, j'étais devenue quelque part une experte dans mon domaine, quelque chose d'assez pointu dans l'agroalimentaire. Et j'ai été promue manager de l'équipe dans laquelle j'avais évolué
au départ. Quand je suis arrivée dans la première boîte, j'ai commencé même stagiaire, puis chef de projet en CDI, puis manager de l'équipe dans laquelle j'avais fait mes débuts. Ça, quelque part, ça a forgé la professionnelle que j'étais avec, effectivement, les déboires de passer d'une expertise forte à une posture de manager. Qui plus est, dans une équipe qui nous a, fait grandir en parallèle. Et donc je me suis dit: «Ça, c'est quelque chose qui a forgé mon caractère». C'est comment je vais faire en sorte de réussir petit à petit les différentes transitions professionnelles que j'ai été amenée à conduire, donc passer d'expert à manager, puis après dans ma dernière évolution, de manager à responsable de site. Il y a un peu ce côté, j'ai j'ai gravi des échelons avec, une formation un peu sur le tas, hein. Ce qui m'intéressait dans tous ces parcours-là, c'était dans mon parcours, c'était comment j'accompagne ces changements d'identité professionnelle. Comment je peux passer d'un rôle d'expert à un rôle de manager sans avoir l'impression de perdre en compétences et sans avoir, l'impression que je repars à zéro. Et donc dans les accompagnements que j'avais envie de proposer à la sortie de l'académie, c'était vraiment, de l'accompagnement en coaching, en tout cas sur du changement d'identité. Et puis voyant que, en tout cas, le coaching, ça ne prenait pas tout de suite avec cette identité-là, j'ai rencontré cette personne, qui recrutait, des consultants en bilan de compétences. Et quand je lui ai parlé de mon parcours, justement de changement de comment accompagner des personnes qui doivent se remettre en question dans leur poste parce que, accident de parcours ou envie de reconversion ou burn-out. Pour la petite anecdote, j'ai fait, 2 burn-out dans ma carrière qui ont effectivement, modifié à chaque fois ma posture professionnelle. Je me suis dit que j'avais quelque chose à amener en fait, à ces personnes-là, à travers une sorte de guidage. Alors, le mot est peut-être mal choisi, mais en tout cas, sans dire, «Je sais ce que vous avez vécu» parce que moi-même je l'ai vécu. Je considère que toutes les expériences professionnelles sont différentes et qui je suis pour dire, «Je connais votre situation, je sais ce que vous vivez». Non, c'est pas ça, mais c'est de réussir à se mettre à côté de la personne et à regarder là où elle en est et à regarder avec elle là où elle veut aller. Ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend très tôt à l'académie sur, l'état actuel et l'état désiré et comment on met en place après le processus d'accompagnement en vérifiant, voilà les 7 zones, qu'a très bien décrit François Délivré dans son livre. Disons que j'avais cette impression d'être au bord de la rivière avec les gens et de leur dire: «Vous voulez aller là-bas? Bah, écoutez, je vous propose une barque, si vous avez envie, on monte ensemble et je vais vous accompagner à passer tous les remous, à faire en sorte que si vous voulez franchir la rivière et puis arriver de l'autre côté, eh ben, vous allez y arriver». Au final, ça faisait sens puisque c'était pas que, accompagner des techniciens ou des ingénieurs à devenir managers, c'était accompagner tout type d'envie de transition professionnelle et c'est en ça qu'aujourd'hui, effectivement, d'être consultant bilan de compétences, ça fait énormément sens par rapport à ce que j'estime être, ma mission de vie aujourd'hui. Quels sont les résultats, ou les réalisations dont tu es la plus fière en tant que coach, aujourd'hui? Ce qui me fait dire aujourd'hui que j'ai fait le bon choix, c'est qu'à chaque fois que j'accompagne un client, même quand c'est en rendez-vous, alors en coaching, on dit rendez-vous de shopping, mais en bilan de compétences, c'est la même chose, les prospects, peuvent, et d'ailleurs, sont encouragés à aller, rencontrer plusieurs consultants, consultantes pour voir avec quelles personnes ils se sentent, le plus en confiance et avec qui ils ont envie de poursuivre l'aventure. Et même là, en fait, dans ces entretiens-là, qui plus est après quand les personnes m'ont choisi, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est que j'ai pas l'impression de travailler. Ça me paraît tellement simple. C'est pas simpliste, hein, mais c'est simple. Pour moi, aujourd'hui, être en relation avec quelqu'un qui est en demande d'accompagnement, c'est devenu simple. C'est une évidence. Quand le timer vient à sonner m'indiquant la fin de, soit la réunion d'information, quand c'est pour des prospects, soit la fin de la séance, beh, j'ai l'impression de pas avoir vu le temps passer. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es dans une sorte de flow? De flow, ouais, ouais, j'ai oui, oui, on
On entend beaucoup ça, le flow, le fait d'être dans, sa pleine puissance, dans toutes ses compétences et d'avoir l'impression que tout est fluide. Oui, je pense que je touche ça du doigt. Alors j'ai du mal à y mettre des mots, c'est plutôt dans les ressentis. C'est qu'à la fin de la séance, j'ai la banane. Je demande effectivement systématiquement, alors non pas des feedbacks, mais en tout cas avec quoi les personnes repartent, qu'est-ce que la séance, leur a apporté, qu'est-ce qu'elles ont envie de me partager. C'est vrai qu'à chaque fois les gens disent: «Ah bah merci, vous m'avez permis d'avancer» ou alors «C'est plus clair» ou alors «Je sais ce que j'ai à faire pour la prochaine fois». C'est comme si je récoltais des petits cadeaux. J'ai l'impression, que quelque part, des fois, c'est pas normal de ressentir ça parce que, voilà, la vie professionnelle avant, quand j'étais salariée, c'était loin d'être ça au quotidien. Ça arrivait, mais aujourd'hui, c'est ça tout le temps. En tout cas, quand je suis avec des clients. Alors, bien évidemment, quand, il faut, aller, faire une présentation pour une entreprise, ou parler de soi dans un after work, c'est bien moins évident. Mais en tout cas, quand je suis en relation, en face à face avec quelqu'un, c'est simple, vraiment. OK. Alors Coralie, quels sont les projets actuels ou futurs en lien avec le coaching que tu aimerais, peut-être partager avec les auditrices et les auditeurs? Alors, après l'académie, je me suis, formée à un outil qui est, le DISC et les forces motrices, donc qui permettent, d'élaborer des profils, en fait, de préférences comportementales pour, des personnes que j'accompagne et trouver quelles sont les motivations qui vont leur permettre, demain, dans un, futur professionnel, d'être complètement alignées avec le métier qu'elles auront choisi et la culture d'entreprise qu'elles auront choisie. Cet outil-là, pour moi, c'était aussi un cadeau. Je suis convaincue que, c'est, un formidable outil assez facile à s'approprier pour les personnes. Aujourd'hui, ce que j'ai comme projet, c'est de faire des formations autour du disque et des forces motrices à destination des nouveaux managers dans l'optique d'optimiser leur communication vis-à-vis de leurs équipes. Donc c'est comment mieux me connaître moi en tant que manager pour pouvoir accompagner au mieux mes collaborateurs dans une optique de diversité de profils. Le deuxième défi que j'ai, en tout cas projet, c'est à nouveau un partenariat puisque j'ai été, conquise par le premier partenariat avec l'organisme de bilan de compétences, donc maintenant je m'arrête pas en si bon chemin. J'ai un partenariat, en création avec une, consultante en recrutement, donc qui est chasseuse de tête et qui travaille, beaucoup avec des entreprises dans l'industrie qui est, mon secteur de prédilection. Donc elle, elle s'occupe, de, faire le recrutement pour, des profils, collaborateurs et managers dans les industries. Et on est en train de développer, un partenariat toutes les 2 pour faire en sorte que le recrutement ne se limite pas qu'à l'embauche. C'est-à-dire d'avoir un accompagnement global du candidat à travers le processus de recrutement via aussi le profil de collaboration avec le DIF, c'est-à-dire faire émerger des zones potentielles de conflit entre un manager et sa future recrue et aussi les zones de flow, en tout cas les zones où ils vont pouvoir, travailler facilement, de façon harmonieuse. Tout ça dans l'idée que la personne, quand elle sera intégrée, elle puisse tout de suite être accompagnée par son manager sur les besoins de montée en compétences qui auraient pu être mis en évidence, en tout cas compétences relationnelles ou compétences d'accompagnement au changement, qui auront pu être mis en évidence avec le disque et les forces motrices. Ça pourquoi? Parce que, en tout cas dans la région dans laquelle on s'inscrit, on est en Bourgogne-Franche-Comté, il y a énormément de turnover, il y a beaucoup de proximité avec la Suisse et donc les entreprises ont, souvent du mal à fidéliser leurs collaborateurs. Alors, je pense que c'est pas qu'en en Bourgogne-Franche-Comté, hein, c'est quelque chose, une problématique assez nationale, mais c'est comment faire en sorte que les collaborateurs restent. Et toutes les 2, on est convaincus que le collaborateur va rester parce qu'il voit que l'entreprise met les moyens, à la fois techniques et financiers, hein, pour faire en sorte qu'il soit attiré par son entreprise, mais aussi qu'il ait envie d'y rester et qu'il sente qu'il y a un accompagnement, clair sur sa prise de poste, sur toute la partie onboarding et qu'il soit pas lâché une fois qu'il arrive dans l'entreprise, qu'il soit pas, lâché et on verra au moment de, la fin de la période d'essai, il y ait pas un constat qui soit fait en disant: «Ah bah non, en fait, je suis pas fait pour ce poste» ou alors: «On a fait une erreur de casting». L'idée, c'est que voilà, le processus de recrutement soit vraiment quelque chose qui soit accompagné
de la recherche du candidat jusqu'à son intégration dans l'entreprise. Et donc, moi, je m'inscris là-dedans à la fois sur, entre guillemets, le matching, en tout cas, de faire émerger les zones d'accroche et les zones de similarité entre un collaborateur et son futur manager, et aussi un coaching de prise de poste, sans se substituer, bien évidemment, au management, c'est pas l'idée, mais en tout cas que le nouvel embauché ait cette zone neutre pour pouvoir être accompagné en confiance pendant les premiers mois de sa prise de poste. Si tu devais donner un conseil à un futur élève de l'académie, un futur éventuel élève de l'académie du coaching, lequel serait-il? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, au fond, que tu as envie de partager aujourd'hui avec des futurs éventuels élèves? Ce que j'aurais envie de partager aux futurs élèves de l'académie, c'est dès le début de votre formation, considérez vos collègues élèves comme vous, comme des pairs. L'importance du réseau dans le monde du coaching et dans le monde de l'accompagnement en général est hyper précieux parce que, en fait, on s'entraide beaucoup. Et le fait de partager chacun les pistes de réflexion, les axes professionnels qu'on est en train de développer, les nouveaux marchés qui s'ouvrent. Si on reste en vase clos, forcément, on aura une progression et un développement d'activité qui sera bien moindre que si on s'ouvre aux autres. Donc, je dirais le conseil, c'est dès le début, faites du réseau avec les autres coachs. Si tu pouvais coacher une figure historique ou un personnage fictif, qui Mmh. choisirais-tu et pourquoi? Ah, Mandela. Nelson Ouais. Mandela, ouais. Pourquoi? Parce que, alors j'essaie de m'appliquer, cette doctrine à moi aussi, hein, c'est, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est quelque chose, qui, je trouve, est tellement puissant et qui s'applique dans tous les domaines de notre vie. Et cette personne-là, pour moi, c'est juste le monsieur. OK, bah, écoute, Mmh. peut-être dans une autre vie. Ah ouais. Merci en tout cas, Coralie, d'avoir accepté de répondre, aux questions, à mes questions. J'espère que ton parcours éclairera, celles et ceux qui envisagent la formation et puis leur donnera peut-être des pistes de réflexion pour se décider. Merci beaucoup en tout cas, OK. Coralie. Bah, merci beaucoup, David. Regard croisé sur l'Académie du coaching. Merci pour votre écoute. Pour plus d'informations sur l'Académie du coaching, consultez le site www.academy-coaching.fr. Vous pouvez liker, commenter ou repartager cet épisode. À bientôt pour un nouvel épisode. Regard croisé sur l'Académie du coaching.